Suivant, les boutiques de la rue des Juifs ou Chapitre 5e. Le dimanche suivant, les boutiques de la rue des Juifs où demeurait l'avocat Bouillard assistèrent à un spectacle aussi rare que curieux. Dès le matin, tandis que les cloches sonnaient pour la grand-messe, le marteau de l'avocat fut successivement secoué par de nombreux clients, si bien que la vieille servante, fatiguée de se promener dans le corridor, finit par laisser lui entrebâiller et se borna du fond de sa cuisine à crier « Entrez !» de sa voix la plus glapissante. L'escalier retentissait du choc des souliers ferrés et des bâtons noueux. Le cabinet lui-même, grand, noir et poudreux, ne semblait plus assez vaste pour contenir les visiteurs bruyants qui pénétraient à chaque minute et se tassaient à grand-peine le long des murs. Il y avait là des tisserands du faubourg, de vieux vignerons courbés comme des serpes par le labeur de la vigne, de petites bourgeoises endimanchées et des paysans en blouse bleue. Boutiquiers, ouvriers, campagnards, tout ce monde bourdonnait, se jetant des regards méfiants et s'entretenant de la fameuse succession. Il miettait du pain au profit d'un moineau qui vagabonde sur votre balcon. En moins d'une seconde, et comme avertis par un flair mystérieux, tous les moineaux du quartier accourront par bandes et se disputeront bruyamment la bonne aubaine. Il en avait été de même pour l'héritage Morel. La nouvelle jetée par la Genevresse s'était répandue en un clin d'œil dans toute la ville. Le souvenir de Jacques Morel, enterré au fond de la mémoire de quelques vieillards, s'était réveillé tout à coup avec une vitalité qui tenait du prodige. Cet enfant perdu, auquel personne ne donnait plus une pensée, et qui peut-être avait jadis quitté le pays en secouant la poussière de ses pieds, était en train d'y devenir un héros légendaire. Tous ceux qui, à Baie ou aux entours, portaient le nom de Morel, et Dieu sait s'il pullulait, accouraient chez l'avocat, affriandés par ce magnifique appât de 24 millions. Les histoires de successions inespérées ou de trésors fabuleux ont toujours eu le don de passionner la foule. Les esprits les plus rétifs à l'endroit des spéculations honnêtes et laborieuses croient d'enthousiasme aux fortunes toutes faites qui tombent du ciel comme une manne miraculeuse. C'est ce qui arrivait à Baie. Les Morel, grands et petits, le cœur battant, l'eau à la bouche, attendaient fiévreusement les communications de la Genevresse. Parmi les plus ardents et les plus crédules figurait Madame Sénéchal. Elle s'était installée la première chez l'avocat et y avait amené à Angèle. Qu'on nie encore la vertu des cartes, disait-elle à l'un de ses cohéritiers. Depuis plus de 15 jours, elle m'avait prédit cette aubaine. Tu t'en souviens, Angèle? Un homme de la campagne apportant des nouvelles d'argent. Non seulement la bonne dame avait cru à l'histoire de la succession, mais sur les conseils de l'avocat, elle avait offert à la Genevresse la plus belle chambre de sa maison. En logeant le voyageur, il lui semblait déjà toucher de la main au fabuleux héritage. Aussi elle choyait et mignotait le Parisien, qui en revanche daignait soulever pour elle un coin du voile derrière lequel se dérobaient encore les mystérieuses splendeurs de la succession Morel. La Genevresse lui-même croyait à l'héritage autant qu'il était capable de croire à quelque chose, et du reste, les millions amassés à Batavia par un certain Morel, originaire de la Lorraine, n'étaient pas précisément une fiction. Pendant son séjour à Java, Gaspard avait entendu conter ce récit au travers duquel tintait un bruit d'or. Il en avait été émerveillé comme d'un conte des 1001 nuits. Son imagination s'était allumée, et à son retour à Paris, il avait brodé sur ce canevas dans un dîner auquel assistait d'aventure l'avocat Bouillard. Le vin aidant, les têtes s'étaient échauffées, et on avait décrété que le Morel de Baie devait être l'homme aux millions. L'hypothèse avait de quoi plaire au cerveau chimérique de Bouillard et à l'esprit aventureux de la Genevresse. Sans se demander si l'identité des deux Morel pourrait être établie, ni si le gouvernement hollandais lâcherait facilement sa proie, l'avocat avait emmené la Genevresse à Baie afin d'y annoncer partout la bonne nouvelle. Il y eut dans le cabinet un long bourdonnement suivi d'un profond silence quand la porte du fond livra passage à maître Bouillard et à son compagnon. Après quelques mots de l'avocat en guise d'introduction, la Genevresse prit la parole. Campé à l'angle du bureau, la poitrine en avant, l'ancien tribun secoua sa crinière de vieux lion et commença d'une voix chaude l'historique de la succession Morel. Son ton hautain, ses airs de grand seigneur et sa parole colorée fit rapidement impression sur la foule naïve qui l'entourait. Lui-même, excité par l'effet produit et se grisant à mesure, se mit à décrire avec une verve endiablée les richesses fantastiques de l'héritage du nabab. Il peignit le palais de marbre se dressant au bord des magnifiques avenues de Batavia,
sous les bananiers et les palmiers en éventail, les plantations de caféiers, de muscadiers, de vanille, les résidences d'été à la lisière des forêts parfumées, les coffres de santal débordant de pièces d'or et de diamants, les nuées de serviteurs en jupes de soie rose, les surtouts d'argent massif chargés de fruits embaumés, dont l'intérieur est comme une neige fondante. Ses auditeurs l'écoutaient, le cou tendu, l'œil écarquillé, la bouche béante. Madame Sénéchal ne perdait pas une syllabe. Ses yeux scintillaient, ses mains se croisaient nerveusement sur son opulente poitrine. Bref, l'orateur fit si bien reluire les pierreries, ruisseler les trésors et flamboyer les splendeurs des tropiques, que lorsqu'il eut fini, tous les futurs héritiers éclatèrent en frénétiques bravos. À l'unanimité, il fut convenu qu'on se cotiserait pour verser la somme de 3000 francs jugée nécessaire aux premiers frais de l'instance et qu'on donnerait procuration à la Geneuvraye pour soutenir les droits de l'hérédité. La séance fut levée, la foule s'écoula lentement dans l'escalier, et pendant longtemps encore, aux environs de la maison Bouillard, des groupes d'héritiers discutèrent avec animation et amusèrent la curiosité des voisins. En rentrant chez elle, Angèle et sa mère croisèrent l'omnibus qui emportait vers la station René des Armoises, accompagné de Joseph Toussaint. René aperçut les deux femmes, et par la portière leur fit de la main un joyeux signe d'adieu, tandis qu'Angèle, dont les joues s'étaient subitement colorées, se retournait pour voir l'omnibus disparaître à l'angle de la rue. Madame des Armoises n'accompagnait pas son fils. René, qui détestait les scènes d'adieu, avait insisté pour qu'elle restât au logis, et Joseph s'était chargé de veiller à tout jusqu'au départ du train. Il s'acquittait de cette tâche en conscience, portant pieusement le paletot et le sac de voyage de son ami. Lorsque l'omnibus accostait à la station, il s'occupa seul du transport des malles, prit le billet au bureau et fit enregistrer les bagages. Pendant ce temps, René, une canne à la main et un cigare aux lèvres, flânait le long du quai. « Merci, mon brave Joseph, dit-il à Toussaint, qui lui apportait son billet. Vous êtes un type, vous, et je vous regretterai souvent. Vous irez voir ma mère de temps en temps, n'est-ce pas, et vous causerez de moi avec elle. » Il ralluma son cigare, puis, lançant négligemment derrière lui l'allumette enflammée. « Quel beau temps, hein ?» continua-t-il. « Cela invite au départ. On voudrait être oiseau pour franchir l'espace dans un bain d'air et de lumière, et l'on s'écrierait volontiers comme le poète « Des ailes, des ailes !» Le bon Joseph le regardait et avait le cœur gros. Il voyait si bien que René partait sans un regret, et qu'en montant au wagon, il rejetterait derrière lui tous ses souvenirs de province avec autant de sans-façon qu'il venait de jeter son allumette sur le sable. « Ce soleil de printemps, poursuivit des Armoises, cet air parfumé de renouveau me redonne du ton. Je sens en moi une vigueur qui ne me fait rien trouver de trop audacieux. Comme je vais travailler là-bas. Je ne sais ce que je deviendrai, mais je sais ce que je puis. Et je ne veux revenir ici qu'avec un nom. Toute ma peur, c'est de mourir avant d'avoir dit ce que j'ai dans la tête. Ah, voici le train. » Le convoi arrivait en effet tout haletant. Le quai fut bientôt plein de voyageurs, descendus un moment pour se dégourdir les jambes. Les brouettes chargées de colis se mirent à rouler. Des gamins couraient de wagon en wagon, criant les produits du pays. « Allons, au revoir, Joseph !» murmura René en sautant dans un compartiment. « Dès que mon premier volume sera imprimé, je vous l'enverrai. »« Pensez un peu à nous là-bas, » dit Joseph, qui commençait à s'attendrir. « Certainement, et puis vous viendrez à Paris. Nous nous reverrons. Goodbye, mon brave !» On fermait les portières, la machine siffla, et le train fila le long du quai redevenu solitaire. Pendant ce temps, Angèle était remontée dans sa chambre. La pensée du départ de René avait suffi pour lui faire oublier toutes les merveilles de la succession Morel. Elle ouvrit sa fenêtre et regarda au loin dans la direction de la station. Le soleil était radieux, et les toitures de tuiles étincelaient. Contre les ogives de l'église, un joli papillon couleur citron voltigeait gaiement dans la lumière. Un long sifflement retentit dans la vallée, et le cœur d'Angèle se gonfla en écoutant la rumeur du train qui s'éloignait. Le papillon avait disparu, toute la fête du printemps semblait s'être subitement éteinte. René était parti. Quand le reverrait-elle? Si du moins elle pouvait y aller un jour dans ce Paris lointain. Et ses grands yeux, devenus mélancoliques, se tournèrent vers le coin de la vallée par où s'était envolé son poète, comme un bel oiseau bleu. Elle disait à son tour, comme René, des ailes, et se désolait d'être emprisonnée dans cet horizon étroit.
Au fond de l'église, les voix des chantres en retentissaient. Des fragments de psaumes, des accompagnements d'orgue arrivaient jusqu'à elle et berçaient sa pensée, où des désirs nouveaux flottaient confus avec les souvenirs anciens. Sa rêverie repassa lentement par tous les sentiers d'autrefois. Elle se rappela les visites de l'hiver, la valse du bal, les vers récités dans la salle du rez-de-chaussée. Peu à peu, elle en vint à se répéter tout bas ces strophes qui avaient commencé le charme et qui étaient maintenant tout ce qu'il lui restait du poète. Elle avait quitté la fenêtre et, debout, les mains appuyées au manteau de la cheminée, elle égrenait vers par vers, comme un rosaire mélodieux, ce poème qu'elle avait tant admiré. Les musiques des rimes agissaient sur elle comme un calmant. Elle endormait son chagrin avec ces mots éclatants et sonores. Elle les murmura d'abord entre ses lèvres. Insensiblement entraînée par le rythme, elle finit par élever la voix, récita tout haut une strophe, puis une autre. Il lui semblait que jamais elle ne les avait si bien dites, et que jamais, pour interpréter la poésie de René, elle n'avait trouvé d'intonation si juste et si caressante. Si seulement il eût été là pour l'entendre. « Bravo !» cria tout à coup une voix de basse-taille, et se retournant surprise, elle vit Gaspard la Genevrais, qui avait poussé la porte et l'écoutait. « Continuez !» reprit-il. « Continuez, mademoiselle, c'est fort bien cela. La voix est chaude et bien timbrée, le vers sort franchement, avec le ton juste. Ah ça, mais vous avez un vrai talent. » La Genevrais avait l'air convaincue de ce qu'il disait, et après un premier moment de confusion, Angèle éprouva un sentiment de vanité satisfaite en s'entendant louer par ce Parisien qui avait vu les plus fameux théâtres de l'Europe et qui connaissait les actrices célèbres. Il réitéra ses éloges, et sur sa prière, la jeune fille recommença le poème de René. La Genevrais, enfoncée dans un fauteuil, les jambes croisées, la tête renversée, écoutait de l'air d'un fin connaisseur et interrompait de temps en temps par des exclamations enthousiastes. « Superbe ! Comme c'est trouvé ! Quelle saveur !»« Ah ça, ma chère enfant !» s'écria-t-il quand le dernier vers se fut envolé des lèvres d'Angèle. « Avec un pareil talent et une figure comme la vôtre, vous n'allez pas, je pense, rester dans cette bourgade. C'est Paris, c'est le théâtre qu'il vous faut. Vous les enfoncerez toutes là-bas, favart en tête. Votre geste a de l'ampleur. Les lignes de votre visage restent angéliques, tandis que votre façon de dire donne au vers un piquant et un montant savoureux. C'est de la volupté fricassée dans de la pudeur, tout simplement. Vive Dieu! Il faut échanger cette chambrette contre une loge de théâtre bien capitonnée, et je vous promets que le public, ce drôle, baisera la poussière de vos pieds. »« Ne dites jamais cela devant mon père, » répondit Angèle. « Il a le théâtre en horreur. »« Ça ne m'étonne pas, » repartit impertinemment la Genevrais. « Le bonhomme est un peu ramolli, mais j'en parlerai à votre mère. Morbleu, il ne faut pas traiter une étoile comme une vulgaire chandelle et l'étouffer sous le grotesque été noir de la province. Quand j'aurai déblayé l'affaire de l'héritage, nous en recauserons sérieusement.